Dans cette section, on va s'intéresser à la nature ondulatoire de tout finalement dans l'univers parce que tout possède à la fois des propriétés de type particule et des propriétés de type onde. En 1924, Louis de Broglie a émis l'hypothèse, qui a été confirmée depuis, que n'importe quel objet ou particule dans l'univers possède une longueur d'onde qui est égale à la constante de Planck divisée par la quantité de mouvement. Où la constante de Planck est une valeur très très petite, 6,63 par 10 à la moins 34 joules fois seconde. Donc on savait que cette relation était valable pour un photon, parce qu'à l'époque de Broglie, on savait que le photon se déplace à la vitesse de la lumière, donc gamma égale l'infini. Mais on savait aussi que l'énergie d'un photon n'est pas infinie. Pourtant, l'énergie, d'après la relativité, est gamma mc carré. Alors, c'est quoi la seule possibilité que gamma soit l'infini, mais que l'énergie soit pas infinie? C'est que la masse du photon soit nulle. Et ensuite, si on remplace dans la relation générale entre l'énergie et la quantité de mouvement en relativité, pour une masse nulle, on obtient E égale Pc. Alors maintenant, on a simplement à écrire que lambda, la longueur d'onde de n'importe quelle onde, c'est la vitesse de l'onde divisée par la fréquence. Mais maintenant, on savait aussi que l'énergie d'un photon est égale à h fois f, d'après l'analyse d'Einstein de l'effet photoélectrique. Donc, on peut remplacer f par E sur h, donc lambda égale hc sur E. Et ensuite, vu que E égale Pc, on peut remplacer E par Pc, les C se simplifient et il reste h sur P. Donc on savait que c'était vrai pour un photon, mais l'idée révolutionnaire de Broglie, c'est que cette équation-là s'applique à n'importe quoi dans l'univers. Par exemple, si on considère des objets qui vont pas trop vite pour qu'on puisse dire que la quantité de mouvement est égale à m fois v, si on regarde une balle de 0,1 kg qui est lancée à 2 mètres par seconde, ça donne une longueur d'onde de 3,32 par 10 à la moins 33 mètres. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, pour mettre en évidence la nature ondulatoire d'une particule ou d'un objet, une façon pratique, ce serait de pouvoir faire de l'interférence ou de la diffraction, comme on a vu en optique ondulatoire. Et pour ça, il faut, par exemple, envoyer ce qu'on veut étudier à travers une fente ou deux fentes et que la largeur des fentes ou l'espacement entre les fentes soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Le problème, c'est que si la longueur d'onde d'une balle vaut 10 à la moins 33 mètres, on pourrait même pas imaginer comment faire des fentes de cette largeur-là, et en plus, la balle passerait pas à travers. Donc, on pourrait dire, OK, clairement, on pourra pas mettre en évidence la nature ondulatoire d'une balle, mais peut-être un petit grain de poussière qui virevolte dans l'air, un petit grain de poussière de 10 à la moins 12 kg, qui virevolte à peu près 1 mm par seconde. Mais même là, la longueur d'onde est vraiment trop petite pour pouvoir mettre en évidence des effets ondulatoires. En revanche, si on considère des particules élémentaires, par exemple l'électron, vu que la masse est très petite, même si l'électron se déplace, par exemple, dans ce cas-là, à 1,5 km par seconde, on obtient une longueur d'onde. Par hasard, dans ce cas-là, ça donne une longueur d'onde qui est dans le domaine des longueurs d'onde de la lumière visible. Bon, on n'est pas en train de dire que l'électron est équivalent à la lumière, dans ce cas-là, ce serait de la lumière bleue, parce qu'un électron, ça a une charge, par exemple, et la lumière n'a pas de charge. Mais l'électron, dans ce cas-là, a effectivement une longueur d'onde qui rend possible de faire de l'interférence et de la diffraction. En fait, on avait vu, quand on avait étudié l'optique ondulatoire, que si on envoie une onde de longueur d'onde lambda à travers un obstacle avec deux fentes espacées d'une distance d, et qu'on observe ce qui se passe sur un écran qui est une longueur L plus loin, on obtient des maximums et des minimums qui sont espacés de lambda L sur d. On avait étudié plus particulièrement le cas d'un laser qui est envoyé sur les deux fentes. Et dans un laser, il y a tellement de photons qui sont envoyés par seconde qu'on peut pas vraiment espérer voir les photons individuels. On voit des taches de lumière sur l'écran selon les principes de l'interférence des ondes. Mais maintenant, si on pouvait diminuer l'intensité du laser et avoir un écran assez sensible pour qu'on voit l'impact des photons individuels, on verrait quelque chose qui ressemble à cette simulation-là. On verrait que chaque photon laisse une trace localisée sur l'écran. Et si on envoie un grand nombre de photons, l'ensemble des traces reproduit la figure d'interférence qu'on avait étudiée. Donc, ça marche avec des photons, mais ça marche aussi avec des électrons. On a fait l'expérience en envoyant des électrons à travers deux fentes, et les électrons aussi frappent à des endroits particuliers sur l'écran. Et si on calcule la longueur d'onde des électrons prévue par la théorie de Broglie, ça respecte absolument la théorie de l'interférence des ondes.
Maintenant, tous les photons ou tous les électrons qu'on envoie dans le montage sont en principe identiques. Pourtant, par exemple, l'électron numéro 1 va frapper ici, l'électron numéro 2 va frapper ici, l'électron numéro 3 va frapper ici. Et d'après notre compréhension actuelle de la physique, on ne peut pas prévoir où un photon ou un électron donné va frapper sur l'écran. On peut simplement prévoir les probabilités qu'il frappe à différents endroits et l'ensemble des traces, donc si on envoie un grand nombre de quanta, va donner quelque chose de prévisible. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on peut faire cette expérience en diminuant tellement l'intensité de la source qu'on envoie un seul quanta, que ce soit un électron ou un photon, à la fois dans le montage. Et là, on est en droit de se poser la question, comment ça se fait, si on envoie un seul quanta à la fois, que le quanta sait d'une certaine façon qu'il y a des endroits où il a le droit d'aller d'après la théorie de l'interférence et des endroits où il n'a pas le droit d'aller. Parce que la distance entre les maximums dépend de la distance entre les deux fentes. Comment un seul quanta qui traverse le système peut savoir qu'il y a deux fentes d'ouvertes et même la distance entre les fentes? Ben, justement, d'après la théorie de la mécanique quantique, un quanta, c'est une onde, en général, qui est délocalisée. Donc, un quanta, que ce soit un électron ou un photon, peut passer par les deux fentes en même temps, produire deux cônes de diffraction qui se superposent et qui créent une figure d'interférence sur l'écran. Toutefois, chaque quanta à la fin ne frappe pas en même temps à plusieurs endroits. Il frappe à un endroit précis. Alors, c'est ce qui nous a amené à dire que le quanta est une onde de probabilité. C'est une onde de probabilité de présence et à chaque endroit, l'amplitude de son onde représente la probabilité qu'il aurait d'être là s'il était forcé de faire un choix, si on veut, et d'adopter une position précise. L'onde de probabilité traverse les deux fentes, crée deux cônes qui se superposent, qui créent des ondes d'interférence constructives et destructives. Cette figure de probabilité, si on veut, arrive sur l'écran, et à cet instant, le quanta doit laisser une trace à un point précis de l'écran. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que plus l'intensité de l'onde de probabilité est intense à un endroit, plus le quanta a une chance de laisser une trace à cet endroit-là. Alors si on y pense, c'est pour ça qu'à la fin, en envoyant plein de quanta, on reproduit la prédiction de la théorie des ondes. Mais si c'est vrai ce qu'on vient de dire, ça veut dire que la physique est fondamentalement probabiliste. Avant l'étude des phénomènes quantiques, on pensait que si on connaissait tout ce qu'il y a à connaître sur la situation initiale d'un montage et qu'on connaissait les lois de la physique, on pouvait prévoir exactement ce qui allait se produire. Et là, on se rend compte qu'on peut juste prévoir des probabilités qu'un quanta donné va frapper un endroit. C'est ça qu'on peut prévoir sur l'ensemble d'un grand nombre d'expériences, les distributions statistiques. On ne peut pas prévoir l'issue d'une expérience donnée. Niels Bohr, qui a été un des fondateurs de la mécanique quantique, et Einstein, qui a lui-même contribué aux idées quantiques avec le concept de photon, se rencontraient dans les années 30 pour discuter de la bizarrerie, si on veut, de la mécanique quantique. Une façon imagée de décrire ce qui se passe, c'est comme si chaque fois qu'une observation avait lieu, le système quantique était forcé de faire un choix et on ne pouvait pas prévoir à l'avance où ça allait frapper. Donc, c'est comme s'il y avait un lancer de dés quantique et que l'issue de ce coup de dés déterminait quelle possibilité allait s'actualiser au détriment des autres. Einstein détestait cette idée-là. Il disait de manière imagée, Dieu ne joue pas au dés, dans le sens que si on n'était pas capable de prévoir où un quanta donné frappait sur l'écran, c'est qu'on avait tout simplement une théorie incomplète, que la mécanique quantique n'était pas finalisée, et qu'un jour, on aurait une théorie plus complète qui peut prévoir que, mettons, le premier électron allait frapper à tel endroit, le deuxième électron allait frapper à tel endroit, ainsi de suite. Depuis l'époque de Bohr et Einstein, on a fait beaucoup de recherches en mécanique quantique, on a fait de nombreuses expériences qui ont montré, d'une manière assez complexe qui dépasse le niveau du cours, que c'est impossible qu'un jour on puisse réellement déterminer à l'avance où un quanta donné va frapper dans une expérience comme ça. La physique est fondamentalement probabiliste. En fait, c'est la notion même de particule qu'il faut remettre en cause. On est habitué de dire, bon, l'électron est une particule et peut-être qu'on s'imagine une petite bille localisée, mais lorsqu'on étudie par exemple la structure d'un atome, on se rend compte que ça fonctionne pas. Les électrons dans un atome ne sont pas des petites particules localisées, sont plutôt des orbitales qui sont réellement des ondes de probabilité qui entourent
le noyau. Et heureusement que c'est le cas, parce que si l'électron était une petite particule chargée et qu'elle tournait autour du noyau comme une planète autour d'une étoile, on aura un problème parce que d'après les lois de l'électromagnétisme, une particule chargée qui accélère, en mouvement de rotation, il y a une accélération vers le centre, donc il y a une accélération. Une particule chargée qui accélère doit émettre de la lumière. En fait, la lumière est une onde électromagnétique et quand une particule chargée accélère, ça crée, si on veut, des remous dans le champ électromagnétique de la particule. Donc, si l'électron était réellement en orbite autour de son noyau, ça pourrait pas être une orbite stable, ce serait une orbite instable. L'électron, en tournant autour du noyau, la charge qui accélère émettrait constamment de la lumière, perdrait de l'énergie et s'écraserait sur le noyau en à peu près 10 à la moins 12 secondes. Donc le fait que l'électron est plutôt une onde de probabilité est essentiel pour expliquer la stabilité d'un atome et donc l'existence de la vie dans l'univers telle qu'on la connaît. Alors, bien qu'on dise habituellement que l'électron est une particule, et même si on sait qu'elle est une onde particule, en fait, on devrait plutôt l'appeler onde, parce qu'une particule élémentaire est toujours plus ou moins délocalisée. Elle n'est jamais ponctuelle, et elle est le plus souvent assez délocalisée. C'est juste dans certaines situations où, par exemple, elle interagit avec un écran et elle laisse une trace, que ça force l'onde, si on veut, à devenir plus compacte. Des fois, on appelle ça l'effondrement de l'onde quantique. Werner Heisenberg, en 1927, a énoncé son célèbre principe d'incertitude en raison des phénomènes ondulatoires. Un quantum ne possède pas des caractéristiques précises, mais plutôt des intervalles d'incertitude pour chacune de ces caractéristiques, par exemple son énergie, sa position, sa quantité de mouvement. Alors, Heisenberg a montré que les principes de la mécanique quantique impliquaient que si on tient compte de l'incertitude sur la valeur de la quantité de mouvement d'une particule, et l'incertitude sur la valeur de sa position, et qu'on multiplie les deux incertitudes, ce sera tout le temps plus grand qu'une valeur qui est de l'ordre de la constante de Planck. En fait, lorsqu'on fait une analyse plus poussée, des fois, on divise par un facteur numérique 2π, mais l'idée générale, c'est si on force un quanta à avoir une position bien déterminée, donc si on le force à avoir un delta x relativement petit, le delta p va augmenter, et sa quantité de mouvement va être incertaine, c'est-à-dire sa vitesse va être incertaine. Et c'est selon le même axe. Par exemple, si on contraint en x la position d'une particule, la quantité de mouvement en x devient incertaine. Alors ici, si on envoie un quanta à travers un obstacle qui possède une fente, ici la fente est en y, si le quanta parvient à traverser la fente, on est sûr qu'au moment où il traverse la fente, il est localisé à l'intérieur de la fente. Donc, on l'a contraint à avoir une position précise. Et donc, sa quantité de mouvement selon le même axe, en Y, va devenir imprécise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a une quantité de mouvement en X, si la valeur de la quantité de mouvement en Y est imprécise, elle peut valoir 0, mais elle peut valoir aussi une légère quantité positive ou une légère quantité négative. Et ça explique pourquoi un quanta qui traverse une fente ne frappe pas toujours au centre, mais crée plutôt un cône de diffraction. Et en plus, ça explique pourquoi, si on diminue la largeur de la fente, on avait vu que la figure de diffraction sur l'écran s'élargissait. C'est exactement ce que le principe d'Heisenberg nous dit. Alors, il existe aussi une version du principe d'incertitude pour l'incertitude sur l'énergie et l'incertitude sur le temps. C'est un peu plus abstrait comme relation d'incertitude, mais essentiellement, c'est ce qui permet d'expliquer les forces ou les interactions entre les quantas par la présence d'autres quantas qui sont responsables de l'interaction. Par exemple, lorsque deux électrons se repoussent, ils s'échangent ce qu'on appelle un photon virtuel, qui est un quanta du champ électromagnétique, et ce photon apparaît de nulle part et disparaît ensuite. Mais on pourrait se dire, ben, on peut pas faire ça en physique, on peut pas faire apparaître une particule puis la faire disparaître parce que ça viole le principe de conservation d'énergie. Mais en raison du principe d'incertitude, si on emprunte très peu d'énergie, donc s'il y a très peu d'énergie, l'incertitude sur l'énergie est très petite, et qu'on l'emprunte pendant un temps très petit, l'incertitude sur le temps va être très petite, quand on va multiplier les deux, ça va donner plus petit que h. Mais dans ce cas-là, plus petit que h, c'est comme si c'était camouflé par l'incertitude quantique habituelle. C'est comme si on ne se rendait pas compte que le principe de conservation d'énergie avait été violé parce que ça s'était produit pour des valeurs tellement petites qu'elles sont camouflées par le principe d'incertitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre modèle général de la matière, qu'on appelle le modèle standard, fait intervenir des particules comme les électrons, comme les quarks qui composent les protons et les neutrons, comme les neutrinos, mais fait aussi intervenir des particules qui servent de médiateurs aux forces.
Ce qui fait que la matière est faite de particules, en fait d'ondes, particules, de quanta. Ces quantas interagissent entre eux par l'entremise d'autres quantas. Et finalement, tout est quanta dans l'univers, donc tout est à la fois une onde et une particule. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire l'expérience des deux fentes avec des quantas, que ce soit des électrons ou des photons, mais en fait, si tout est une onde particule, on pourrait envoyer des molécules, par exemple, sur un système à deux fentes et espérer obtenir une figure d'interférence. Et c'est exactement ce qu'on obtient. Une des expériences les plus spectaculaires d'interférence a été réalisée avec des molécules de carbone 60. Donc 60 atomes de carbone, et vu que chaque atome de carbone possède 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons, la molécule possède en tout 360 protons, 360 neutrons, 360 électrons. On envoie ces molécules sur un système à deux fentes, et on observe de l'interférence. Mais c'est absolument incroyable, ça veut dire que chaque molécule est passée par les deux fentes. Donc, chaque molécule était un nuage de probabilité délocalisé, passé par les deux fentes, interféré avec lui-même, et ensuite, c'est ça qui a guidé la molécule pour déterminer quels endroits étaient possibles d'impact sur l'écran. Alors, c'est quand même surprenant qu'une molécule qui contient 360 protons, 360 neutrons et 360 électrons puisse être à deux endroits en même temps dans un montage. La question, évidemment, c'est de se demander jusqu'à quelle taille c'est possible d'avoir un objet qui est à deux endroits en même temps ou qui fait deux choses différentes en même temps. En 1935, Erwin Schrödinger a imaginé une expérience par la pensée, Gedanken Experiment en allemand. Ça n'a jamais été fait pour vrai, mais il s'est dit, bon, on sait qu'un noyau atomique instable a une certaine probabilité quantique de se désintégrer. Mettons qu'il y a une chance sur deux de se désintégrer dans la prochaine minute. Alors, c'est peut-être pas très difficile d'imaginer qu'un noyau, s'il n'est pas observé, pourrait être à la fois une superposition d'un noyau désintégré et d'un noyau non désintégré. Mais qu'est-ce qui arrive si on met le noyau dans un détecteur qui est capable de dire s'il y a eu ou non désintégration? Et s'il y a eu désintégration, le système déclenche un mécanisme qui fait tomber un marteau sur une fiole de poison. Et à côté, on a placé un malheureux chat. Alors, si on attend une minute, le noyau est une superposition de désintégré et non désintégré. Mais vu qu'on l'a relié au système plus vaste, le système devrait être une superposition d'une fiole de poison intacte et d'une fiole brisée, et d'un chat vivant et d'un chat mort. Vous vous dites peut-être bien sûr que non, la mécanique quantique s'applique juste à des phénomènes quantiques à petite échelle, mais tout est fait de quanta. Il n'y a pas de raison, d'après la théorie de la mécanique quantique, qu'un système fait d'un très très grand nombre de particules ne puisse pas aussi avoir des phénomènes quantiques. On sait qu'on n'observe jamais un chat à la fois vivant et un chat mort, mais qu'est-ce qui arrive si nous, qui observons la situation, on devient aussi une superposition d'un observateur qui a observé un chat vivant et un observateur qui a observé un chat mort? Donc, Niels Bohr disait que chaque fois qu'il y avait une observation, il y avait une sorte de coup de dé qui faisait qu'une possibilité s'actualisait au détriment des autres, mais peut-être pas. Il existe une interprétation de la mécanique quantique qui s'appelle la théorie d'Everett, ou la théorie des mondes multiples, dans laquelle toutes les histoires possibles de l'univers continuent d'exister dans une fonction d'onde universelle, et le fait qu'on a l'impression qu'un quanta, dans certaines situations, fait une chose précise plutôt que toutes les choses possibles qu'il aurait pu faire, c'est que nous-mêmes, étant un système quantique, on observe toutes les possibilités et on devient plusieurs versions de nous-mêmes qui ont chacune une observation précise et qui ne savent pas que les autres versions existent, vu que toutes les versions de nous-mêmes sont trop différentes les unes des autres. D'après un principe qu'on appelle la décohérence, il n'y a plus vraiment de manière de démontrer l'existence des autres, si on veut, branches de la réalité. Donc, c'est simplement une des nombreuses interprétations possibles de la mécanique quantique. Et je vous laisse avec ça en vous disant que la théorie de la mécanique quantique, qui existe depuis presque 100 ans, fait des prédictions très précises sur un très grand nombre de phénomènes, n'a jamais été prise en défaut au niveau calculatoire, mais au niveau conceptuel de qu'est-ce que ça veut dire réellement sur la nature fondamentale de la réalité. Il n'y a pas de consensus, et c'est ce qui la rend si fascinante.